BFM Business et 01 TV présentent De quoi je me mêle ? François Sorel. Salut à toutes et à tous, c'est un vrai plaisir comme chaque week-end de vous retrouver pour De quoi je me mêle, votre rendez-vous dédié à la tech du week-end. Sur 01 TV bien sûr, sur l'appli RMC, BFM Business et puis sur BFM Business Radio Télé le week-end. Avec au menu pour ce De quoi je me mêle une petite surprise, vous allez la retrouver dans un instant. Mais sachez que tout à l'heure notre invité sera Emmanuel Freund. Emmanuel Freund, c'est un peu un surdoué de la tech française. C'est lui qui a créé le service de Cloud Gaming Shadow. Il est parti dans un autre projet, sur un autre projet qui s'appelle Powers, pour gamifier en fait l'enseignement. Il nous en parlera dans quelques minutes. Ce sera mon invité. Et puis je vous rappelle que vous pouvez, comme toujours, réagir au contenu de quoi je me mêle avec le hashtag DQJMM sur Twitter. Et puis bien sûr la page Facebook qui vous attend. Merci d'être là et bienvenue. Le club de la presse IT, vous le savez, c'est comme ça, c'est une institution pour débuter De quoi je me mêle. On revient sur toute l'actualité tech de cette semaine avec Nicolas Lelouch qui est là. Bonjour Nicolas. Bonjour François, bonjour à tous. Journaliste à 01net.com et la petite surprise dont je vous parlais il y a un instant, c'est un nouveau dans la team de quoi je me mêle. C'est un vrai plaisir, sincèrement, de retrouver Anthony Morel. Bonjour Anthony. Salut François, ça fait plaisir d'être une surprise. Mais c'est trop cool que tu sois dans De quoi écoute, je me mêle. c'est cool pour moi surtout. Enfin, c'est vraiment un plaisir et un honneur. C'est une émission, tu sais bien, j'écoute moi ça depuis très longtemps. On en parle depuis longtemps, on se voit régulièrement, mais on a des petites incompatibilités d'horaire parfois. Et donc je suis hyper content que tu m'aies demandé de venir. Je vais essayer d'être à la hauteur. Voilà, c'est juste cette institution de quoi je me mêle. Et alors ça, j'en suis persuadé que tu seras à la hauteur. Voilà, je suis ravi de t'accueillir. De temps en temps, on retrouvera Anthony. C'est vrai qu'avec cette rentrée, tu commences très tôt le matin, tu termines en début d'après-midi. On va de temps en temps pouvoir te retrouver pour avoir ton expertise dans le monde de l'actu. Allez, on perd pas de temps parce qu'il y a beaucoup de choses à raconter. On va commencer par Windows 11, Nicolas, qui va bientôt arriver. On pourra commencer à le télécharger de manière officielle, bien sûr, pour tout le monde, début octobre. Oui, Microsoft l'a dit, ils ont hésité à faire le 11 octobre, mais ils étaient trop impatients de nous lancer Windows 11. Ils n'ont pas pu attendre 6 jours de plus. Ils n'ont pas voulu attendre, ça sera le 5 octobre. Donc évidemment, c'était une date qui avait un peu fuité, ça avait été choisi certainement des mois en avance, mais ça sera donc le 5 octobre que vous pourrez probablement télécharger Windows 11 en version finale sur votre PC. Donc c'est quand même un événement majeur, faut le rappeler, parce que le dernier Windows 10 c'était en 2014. Donc il y a eu 7 ans d'écart entre deux versions majeures de Windows, parce que Windows 10 était censé, rappelons-le, être le dernier Windows et avoir des évolutions plus légères tous les ans. Ça a été le cas. Là, finalement, il y a une rupture, il y a une version majeure, il y a un nouveau design, il y a un changement complet dans le modèle économique du magasin d'applications. Rappelons que maintenant, c'est plus uniquement les applications UWP, mais toutes les applications, y compris celles qui étaient normalement réservées Win32, Win64, qui vont être compatibles avec le Windows Store. Il y a l'intégration de Teams au système et il y avait une fonction que finalement, on n'aura pas au lancement, qui est le support des applications Android. C'est peut-être dommage parce que c'était la nouveauté majeure de Windows 11 selon moi. C'est la possibilité de faire fonctionner n'importe quelle application de votre smartphone grâce à une émulation sur votre PC. Ça arrivera très certainement en 2022. Mais voilà, Windows 11 arrive. C'est plutôt une bonne nouvelle. Je pense que vous allez être plusieurs à jouer dans les prochaines semaines. Il me tarde de télécharger Windows 11, tout comme Anthony, j'en suis sûr. Ouais, bien sûr. Non, j'ai hâte de voir à quoi... Alors, on a déjà vu quand même un peu à quoi ça allait ressembler. C'est marrant d'ailleurs en termes de design avec la barre au milieu. Qui rappelle quand même un petit peu Apple. Il y a vraiment cette inspiration du dock, etc. Alors, il y a un truc qui m'a titillé, moi, quand même. Enfin, je sais pas, ça vous dit rien en termes de timing? On parlait 5 octobre. Moi, j'avais noté un autre truc. Oui, le 5 octobre, c'est les 10 ans du décès de Steve Jobs. Et je trouve ça très étonnant, en fait, en termes de communication, qu'ils aient choisi cette date-là particulièrement. C'est presque un peu maladroit, finalement. C'est exactement ça. Je trouve que c'est d'une maladresse incroyable. Je pense pas que ce soit fait exprès. Ça me paraîtrait complètement fou. Et en même temps, on se dit, chez Microsoft, il y a des dizaines de personnes qui vérifient les process, etc. Ils l'ont forcément vu. Non, mais alors, s'ils l'ont vu, je trouve ça quand même assez terrible. D'abord parce que, je pense que le côté l'animosité Apple, Microsoft et tout qui a été vrai à une époque et surtout à l'époque de Steve Jobs, on n'est quand même plus à ce niveau de
d'hostilité, on va le dire comme ça. Et puis je trouve grâce à Satya Nadella notamment, qui a fait des ouvertures incroyables. C'est vrai que Steve Ballmer c'était encore old school un peu de ce point de vue-là. Et puis même après, en termes de communication, je me dis que le jour J, pour la presse tech et la presse généraliste qui parle de sujets technologiques, ils vont devoir hésiter entre deux sujets une. Et globalement, je pense que les 10 ans de la mort de Steve Jobs, ce sera probablement prendra le dessus sur Windows 11. Médiatiquement, c'est sûr que c'est pas forcément la meilleure idée de Microsoft. Le seul truc qui peut peut-être les sauver, c'est que ce lancement, il est progressif. Ça commence le 5 octobre, mais il n'y a pas toutes les machines qui seront servies dans les premiers jours. Donc on peut imaginer que pour eux aussi, c'est un moyen d'étouffer l'information quand on parle pas trop. Mais c'est sûr que je pense que c'est pas dans leur intérêt de se faire voler la vedette par Steve Jobs. Ce serait dommage. Ce serait la dernière victoire de Steve Jobs. Je ne sais pas si vous avez suivi, une keynote est prévue le 22 septembre. Voilà. C'est un truc qui est tombé hier, là. J'ai vu ça sur mon téléphone. Et donc, on peut imaginer que finalement, toute l'information concernant Windows 11, il y aura aussi une nouvelle surface qui va être présentée, je crois. Ça sera une keynote matérielle, surtout. Voilà. Peut-être qu'ils parleront aussi de Windows 11, histoire de dire, écoutez, ça sort le 5 octobre, et que finalement, le 5 octobre ne soit qu'une date où on appuiera pour le télécharger. On ne le téléchargera même pas, d'ailleurs. Il y aura des mises à jour qui se feront automatiquement. Mais c'est vrai, je suis d'accord avec toi. Bizarre. Par décence, j'aurais fait ça ou le 4 ou le 6. Le 6, tu vois. Enfin, je sais pas, alors un mot qui c'est vraiment l'impératif de 5. 11. Non, mais je sais pas si vous avez eu la même impression que moi sur Windows 11, mais je trouve que Microsoft a très mal communiqué cet été. Il y a eu énormément de rebondissements sur quels seront les ordinateurs compatibles. Au début, Microsoft a dit que ça serait vraiment un petit nombre d'ordinateurs, puis a dit non, ça sera plus, puis est revenu en arrière en mode non, niveau sécurité, c'est compliqué. Finalement, on va en exclure plus que prévu. Enfin, je trouve que c'est très étonnant de la part d'un groupe comme Microsoft qui sort la première mise à jour majeure en quasiment 10 ans, de ne pas réussir à communiquer là-dessus. Donc, si en effet, ils se font voler la vedette par les 10 ans de Steve Jobs, j'avais même pas pensé, pour tout vous dire, faut reconnaître que ce serait dommage pour l'illustration même de leur de cette communication très difficile. Surtout qu'il y a ces lancements qui n'ont pas toujours été des grandes réussites. Enfin, Windows, ils ont toujours ce truc en tête du lancement de Vista, où derrière, ça avait été un fiasco absolu. Enfin, voilà, on se souvient tous de ça. Windows Vista, non mais l'enfer, quoi. Bon, ils se sont un petit peu rattrapés depuis, mais on se dit, ils ont forcément ça en tête. C'est le truc, voilà, on peut pas se rater, quoi. On n'a pas le droit. Sûr. C'est la première grosse mise à jour depuis 2014. Là, cela dit, on taquine un peu Windows, mais moi, pour tout vous dire, j'ai un PC sous Windows. Alors, moi, je travaille avec un iPhone et un PC sous Windows. Certains me disent, ouais, mais t'es débile ou quoi? Mais non, mais j'aime bien. J'ai trouvé mon univers. Même si j'aimerais que l'iPhone communique un petit peu plus avec mon Windows, mais ça viendra dans, je sais pas moi, 200 ou 300 ans. Mais mon PC sous Windows ne plante plus depuis Windows 10. Je n'ai plus d'écran blanc, j'ai plus de problème de compatibilité. C'est vraiment un OS très très stable, qui est plutôt sécurisé aussi, je trouve, avec Windows Defender. Donc franchement, Microsoft a fait du bon travail et il me tarde de voir un petit peu la nouvelle ergonomie de ce Windows 11. C'est vrai, je suis un petit peu excité quand même. Il me tarde de voir un petit peu ça. Côté actu aussi, eh bien, c'est les rumeurs concernant Apple. On va beaucoup parler d'Apple dans les minutes qui viennent, parce qu'il y a pas mal de choses à dire concernant notamment l'iPhone 13, Nicolas. On se rapproche de la date de présentation de l'iPhone. On ne la connaît pas encore à l'heure où on enregistre De quoi je me mêle, c'est-à-dire ce 2 septembre. On est le jeudi matin. Peut-être que ça va tomber dans les heures ou dans les jours qui viennent. On peut la deviner, non? On peut si je devais parier, je dirais 14 septembre. Moi aussi. C'est toujours la même. C'est quoi? C'est le deuxième mardi de septembre? C'est le deuxième mardi. C'était soit le 7, soit le 14, soit le 21. Je pense que 7, c'est foutu. Donc, ça sera plutôt 14. Alors, donc, ça sera l'iPhone 13. En théorie, ou l'iPhone 12S, on verra, parce qu'on sait que ça sera plutôt une évolution du précédent iPhone 12. Mais alors, il y a une news qui circule depuis quelques jours concernant une connectivité sur cet iPhone qui vient de l'espace, en fait, j'ai l'impression. Et c'est le cas de le dire. Bah oui, ça vient de l'espace parce que c'est satellitaire. Et c'est étonnant parce que ça n'avait pas du tout fuité dans les rumeurs. Et je pense qu'on en est tous témoins ici. Généralement, quand Apple va lancer un truc sur un nouvel iPhone, on le sait 6 mois en avance. Parce que c'est comme ça que ça fonctionne. C'est vrai. Là, c'est assez bizarre. C'est le premier à l'avoir révélé, c'est l'analyste Ming-Chi Kuo. Vous savez, on parle souvent de lui. C'est le spécialiste des informations dans les usines, chez les partenaires. Il arrive à nous dire qu'en 2026, Apple va sortir un iPhone avec des écrans de telle taille. Parce que
dingue. Ils ont passé commande. Bon, il est au courant de tout en mais avance. le pire, c'est qu'il se trompe rarement. Ouais. Quoi. De Non, temps il en se temps, trompe. il tire à Il est côté. bon. Mais S'il se trompe, c'est parce qu'Apple a changé ses plans Ouais. en réalité. Ce qu'il sait, c'est que Il sait quand mieux Apple que Tim passe Cook, une il sait commande, avant il le Tim sait. Cook. c'est ça. Et peut-être. Il murmure à l'oreille de Tim Cook. C'est lui en fait le patron. Mais Exactement. Tim Cook doit le détester, en fait, ce gars-là. Ouais, il doit faire partie de la liste des 4-5 que Ouais. Tim Cook peut pas trop se voir. Ouais, C'est c'est clair. possible. Bon, toujours est-il que ce Ming Chi Kuo nous a annoncé que l'iPhone 13 embarquerait un composant capable de lui permettre de passer des appels satellitaires. Donc ça serait assez inédit. Personne n'en avait parlé, donc on s'est dit mais comment c'est possible ? Et dans la foulée, Mark Gurman de Bloomberg, lui aussi on ne le présente plus, c'est le journaliste référence sur Apple, celui qui sait tout avant tout le monde, a confirmé cette information en disant que selon lui, ça ne serait pas forcément une nouveauté de l'iPhone 13, mais l'iPhone 13 aurait en effet ce composant, mais ça pourrait arriver plus tard, peut-être avec une future mise à jour d'iOS, avec deux fonctions au début, la possibilité si vous êtes perdu à la montagne par exemple, d'appeler les secours en passant par un réseau satellitaire, et la possibilité d'envoyer un message à un de vos proches en cas d'urgence aussi. Donc c'est un début qui serait limité aux situations d'urgence, qui est assez décevant. On aurait aimé pouvoir communiquer avec le monde entier sans carte SIM à l'intérieur du téléphone. En tout cas, c'est un début intéressant. Et on peut imaginer que si Apple va là, ils ont peut-être des idées derrière la tête. Je ne sais pas ce que tu en penses, Anthony, mais je les vois bien lancer un satellite à jour pour faire un sale coup aux opérateurs. Ouais, éventuellement, ouais, c'est vrai. Non, mais c'est vrai que je trouve que c'est la seule news, rumeur. Tu as raison de dire que d'habitude, on sait tout 6 mois à l'avance. Ce qui n'était pas le cas du temps de Steve Jobs d'ailleurs. Enfin, il y avait beaucoup moins ce côté, il y avait ce côté très très secret. Là aujourd'hui, via les fournisseurs, les sous-traitants, on a beaucoup de choses en avance. Et puis surtout, Apple fabrique des millions de smartphones oui, c'est de pas nouvelle bien génération Apple. depuis des semaines. C'est Quoi. ça, Donc, exactement. Donc c'est dur de garder le c'est secret. dur de garder le secret. Mais c'est la seule news qui est un petit peu excitante, on va dire, dans Ouais. les rumeurs qu'on a pour l'instant, parce qu'on est. Alors il y a cette fameuse théorie des super cycles d'Apple où il y a un appareil tous les 3 ans qui est un peu révolutionnaire entre guillemets, qui était l'iPhone 12 avec l'arrivée de la 5G, avec le design un peu revisité, et puis les années après c'est année S comme on dit, où forcément c'est des améliorations mais un peu incrémentales, l'appareil photo qui va un peu s'améliorer, le processeur, mais c'est rien d'extraordinaire. Là on a un truc qui est vraiment nouveau. C'est le seul truc moi qui m'a un petit peu excité, titillé l'imagination dans toutes les rumeurs que j'ai vues. L'autre question que je me pose, et ça va peut-être être l'une des nouveautés annoncées aussi, c'est celle du prix. Est-ce qu'on va pas voir une augmentation des prix? Parce que je sais pas si vous avez vu ça, Oui. mais il y a TSMC qui est le grand fondeur taïwanais, le géant taïwanais des semi-conducteurs, qui a annoncé des hausses de prix de 10 à 20% sur ses puces, qui vont forcément à un moment se répercuter sur les prix des fabricants. Et c'était un site spécialisé DigiTimes, alors qui pour le coup se plante une fois sur deux sur Apple, donc on va prendre ça avec des pincettes, mais qui dit qu'Apple a l'intention de répercuter une partie de ces augmentations de prix sur les futurs iPhones. Et les futurs iPhones, ça va être ceux qui vont être annoncés le 14. Alors voilà, oui, ça c'est vrai que c'est une vraie question. Mais juste pour revenir sur effectivement votre réflexion sur cet iPhone qui aurait une connexion satellite, moi ce qui me bluffe le plus, c'est le hardware. Parce que comment on arrive, quand on voit aujourd'hui les connexions satellites, il faut toujours soit une grosse antenne qui dépasse, enfin on le voit, les téléphones de chantier ou les gars qui partent comme ça en expédition où ils savent qu'ils n'ont pas de réseau, ils n'ont pas un téléphone comme vous et moi, quoi. Ils n'ont pas un téléphone hyper design, ils ont des trucs avec des grosses antennes ou alors des paraboles. On voit par exemple le système de Starlink. Il faut une parabole avec un gros modem. Il y a du gros matos. Il y a du gros matos. Et je me dis, arriver à communiquer à plusieurs centaines de kilomètres, parce qu'un satellite, même si c'est pas des géostationnaires qui sont à orbite basse, c'est plusieurs centaines de kilomètres. Et je sais pas si vous vous rendez compte la prouesse technologique pour arriver à recevoir de l'information. Ça c'est facile, le GPS finalement reçoit de l'information depuis un satellite, mais émettre depuis un téléphone jusqu'à 200 km d'altitude, c'est un truc, moi, qui me fascine. Et je me demande comment ils y arrivent. Et je me dis même, c'est impossible. C'est-à-dire que j'y crois pas trop à cette rumeur. Je me dis peut-être qu'au niveau hardware, soit il y a une petite révolution qui a été mise en place, soit je vois pas comment on peut y arriver. Ouais. Juste un mot, est-ce que tu penses que cette marge des 30% qu'il y a sur les iPhones pourrait être un petit peu rognée justement par Apple du fait de l'augmentation des puces de TSMC, ou est-ce que finalement... De toute façon, Apple, ils s'en foutent, ils augmenteront les prix des iPhones. C'est pas leur style. Après, ils ont déjà pu rogner sur leur marge provisoirement lorsqu'il y avait justement des crises avec des pénuries de composants dans le passé. Je les imagine pas trop dire tant pis, on baisse nos marges et on vend nos iPhones au même prix s'ils avaient vraiment une augmentation. La question, c'est est-ce que Apple n'a pas réussi tout simplement en passant un contrat avec TSMC, avec ses fournisseurs, à maintenir des prix plus corrects que les autres. J'ai discuté avec quelques marques chinoises qui font des téléphones
en plus petite quantité qu'Apple, qui me disait qu'il y a un système d'enchères en fait avec Qualcomm, avec TSMC, avec tous ses fournisseurs, et que ça va être celui qui achète le plus qui paye le moins. Ouais, Donc sûr. Apple, dans son cas, qui fabrique des puces pour lui, a l'avantage d'être indépendant. Et il a la carte Gold VIP chez TSMC. Exactement. Et ce qu'on me disait aussi, c'est que Google, en fabriquant ses propres puces, veut en fait sortir du système de Qualcomm pour ne plus dépendre justement de ces enchères qu'il perd à chaque fois. C'est vrai que ça d'ailleurs, soit dit en passant, juste pour terminer, mais la semaine, effectivement, si c'est le 14, l'annonce de l'iPhone, ce sera une grosse semaine smartphone haut de gamme, parce qu'il y a le Pixel 6 qui doit être annoncé le 13, normalement. Il y a des rumeurs c'est pareil, il n'y a pas la date encore exacte, mais enfin, en tout cas, ça devrait tourner autour de ça, qui est presque plus excitant que l'iPhone d'ailleurs, en termes de nouveautés. Franchement, la keynote, j'ai vraiment hâte de la voir avec le nouveau système on-chip là, qui a l'air assez Tensor là, qui a l'air assez intéressant, appareil photo 50 mégapixels. Enfin, il y a des trucs assez intéressants qui vont se jouer. Il y a un Samsung haut de gamme aussi qui doit être annoncé. Donc, je pense qu'il y aura une vraie bataille là sur cette semaine-là. Ça va être. On va bosser, hein. Ça va être sympa. C'est la rentrée. On dit souvent que les mois de septembre, les mois d'octobre, c'est les pires pour les journalistes tech. Donc, si vous n'avez pas fait ce choix de métier, tant mieux pour vous. C'est excitant. Je trouve ça génial. La particularité aussi de notre chaîne, si vous nous regardez sur 01 TV, c'est qu'on vous fait vivre ces événements en direct. La keynote Apple sera en direct. On va essayer de vous faire vivre la keynote Microsoft aussi, qui aura lieu le 22 septembre. Et s'il y a une keynote Google qui est prévue, dès qu'on a l'invitation, on sera là aussi pour vous faire vivre ce rendez-vous en direct. On reste dans, on va dire, l'univers Apple du côté de la Corée du Sud, avec toujours cette bataille concernant l'App Store et la volonté de certains États, de certains gouvernements, de casser l'hégémonie, en tout cas l'exclusivité d'un App Store sur Apple. Et c'est la même chose chez Google d'ailleurs. Hein. Et en Corée du Sud, là-bas, ça rigole pas. Hein. Ça avance vraiment. Ils ont fait quelque chose d'inédit, c'est qu'un peu partout dans le monde, en Europe, aux États-Unis, les autorités anti-concurrentielles, qui vérifient justement que l'App Store, que le Play Store respecte les lois, elles sont en train d'enquêter. Ce qu'a fait la Corée du Sud, c'est qu'elle a devancé l'enquête de son autorité de la concurrence en décidant de faire une loi qui régule les plateformes sur lesquelles on peut acheter des applications. Et cette loi-là, elle est assez stricte. Elle dit qu'une entreprise comme Apple ou comme Google, elle n'a tout simplement pas le droit de ne pas proposer de solutions de paiement alternatives à la sienne. Donc, lorsque cette loi sera entrée en vigueur, Apple et Google, ça sera illégal pour eux de vous forcer de payer avec leur moteur de paiement. Donc ça, c'est une révolution parce que ça crée un précédent. On savait que ça allait arriver, on en parle depuis des mois, on sait qu'il va y avoir un séisme pour les magasins d'applications, mais ce qu'il va se passer donc, dans les prochains mois, c'est qu'Apple et Google risquent d'être forcés, au moins dans ces pays, à ouvrir à des solutions de paiement alternatives, peut-être en intégrant PayPal, peut-être en permettant de passer par un formulaire dédié. Les deux, ils sont pas contents. Apple dit que c'est un risque de fraude immense, que les clients vont perdre confiance en l'App Store. Google menace de faire payer Android. C'est ça j'adore. Moi, j'adore Google. Dès qu'ils ont un problème avec Android, ils disent Android, c'est gratuit. Mais pas grave, on va faire payer les Coréens. Hein, c'est toujours les mêmes arguments. Google, c'est ça, et Apple, c'est non, mais c'est pas une question d'argent, c'est une question de sécurité. C'est une question de sécurité. C'est vraiment pour vous qu'on le fait. On parodie, mais c'est exactement ça. À chaque fois qu'il y a un problème, c'est exactement les mêmes arguments qui sortent. Il va falloir voir ce qui se passe. Et la petite nouveauté au moment où on enregistre cette émission, c'est encore tout récent, c'est qu'Apple a annoncé qu'à la suite d'une enquête au Japon, donc pour vous dire, ils sont vraiment attaqués de partout, ils ont décidé d'autoriser les développeurs du monde entier à rediriger vers leur site pour s'inscrire. Donc ça veut dire par exemple que Netflix ou Spotify, vous allez pouvoir payer avec une solution de paiement alternative directement depuis l'application. Donc ça aussi, c'est inédit. Il y a quand même des doutes parce que Apple annonce ça, mais ça ne sera pas avant 2022 et les conditions ne sont pas définies. Donc, c'est pas impossible qu'ils s'arrangent pour rendre l'expérience absolument affreuse pour l'utilisateur. C'est ça. Ils vont saboter. Il faut cliquer un lien, après il faut mettre un CAPTCHA, après il va falloir que tu ressortes, que tu prennes un téléphone Android, que tu rentres un code, que tu reviens sur ton App Store. C'est un truc de dingue. Mais pour des raisons de sécurité. Pour des raisons de sécurité, bien évidemment. C'est vrai qu'on sent que l'étau se resserre. Ça craque de partout. Ça craque de partout. Ça avait commencé. Il y a eu un gros morceau avec le procès Apple contre Epic Games, qui était clairement, c'était le centre. L'étincelle qui a fait démarrer un petit peu l'incendie. On est d'accord. Et oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y avait Epic Games qui a été courageux. Il y aurait des choses à dire là-dessus aussi, mais en tout cas, ils ont été assez, pionniers en la matière. Mais il y a plein d'autres entreprises. Comme tu dis, courageux, parce que se mettre à dos Apple et puis d'une manière générale
toute l'entité Internet américaine, c'est compliqué. C'est ça. Mais on a vu qu'il y avait beaucoup d'autres entreprises qui étaient quand même dans le même état d'esprit. Il y a eu Spotify, il y en a eu d'autres. Et puis c'était aussi le discours, mais c'est pour ça, le côté David contre Goliath, Epic Games n'est pas non plus David, même si Apple est clairement Goliath. Mais ce côté, on est les représentants de tous les petits développeurs d'applications, etc. Bon, Epic, ça reste quand même une très très grande entreprise. Mais c'est vrai que ils ont porté la voix, mine de rien, de tous les petits, finalement, et qui vont peut-être obtenir gain de cause en Corée. Alors, il faudra voir si ça n'est entre guillemets que la Corée, même si c'est un grand pays, mais enfin, il faut voir si ça se poursuit dans d'autres pays. Je crois que l'Union européenne aussi est en train de travailler sur le sujet. Mais comme tu dis, ça craque partout. Ça craque partout. À la fois pour les paiements, et puis surtout aussi pour cet App Store, qui pourra avoir on va dire des frères jumeaux qui pourront arriver indépendants. C'est dans le pire des cas. Et ce que doit faire Apple, c'est éviter le pire des cas. C'est ça. Si on ne veut pas d'un App Store parallèle, il faut permettre de payer avec d'autres solutions de paiement. Moi, ce que je trouve fascinant là-dedans, c'est qu'Apple se rend compte de l'urgence et petit à petit essaie de lâcher du lest. C'est rarissime de la part d'Apple, qui en général reste stoïque. Ça veut dire qu'ils sont acculés, quoi. Voilà, ils ont pas le choix. Et puis Ouais. leurs avocats doivent leur dire, écoutez les gars, ça sent très mauvais, il va falloir lâcher du lest. Faites des concessions. Mais très intéressant. Donc on va suivre tout ça de très très près. On est en Corée du Sud, restons-y, cher Anthony, avec ce plan d'investissement du côté de chez Samsung qui est immense, 200 milliards de dollars. Oui, quand on sait que le quoi qu'il en coûte d'Emmanuel Macron, enfin je sais pas, peut-être que tu voulais nous faire ce truc-là, dis-le nous, c'est vraiment impressionnant. Ouais, en fait, c'est le chiffre qui m'a scotché. Voilà, c'est vraiment parce que des plans d'investissement, il y en a souvent. Mais bien sûr. 200 milliards de dollars. Effectivement, le plan de relance de la France, c'est 100 milliards d'euros. Donc on est sur des ordres de. On parle quand même d'une entreprise et d'un État de l'autre côté. Voilà, c'est pas n'importe quelle entreprise. Non, c'est ça. Mais enfin, quand même, je veux dire, ce qui m'a fasciné, c'est en fait, ça donne une idée des coulisses de la tech et des moyens nécessaires pour qu'on ait tous nos petits joujoux technologiques qui soient renouvelés sans cesse. Voilà. Parce que les 200 milliards de dollars, en fait, ils sont nécessaires. En gros, Samsung dit, on va utiliser cet argent-là. On va l'investir sur 3 ans pour maintenir notre leadership et pour ne pas rater des technologies de rupture. Ça va être les semi-conducteurs. Il faut qu'on continue à investir dans les semi-conducteurs et on sait que ça c'est très 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 gourmand en capital. C'est incroyable pour ceux qui ont eu la chance de visiter des usines de semi-conducteurs. On sait de quoi on parle. C'est-à-dire c'est un mélange entre une usine nucléaire et un laboratoire secret d'où s'échapperaient des virus. C'est-à-dire que les mecs sont en tenue stérile, il y a des chambres stériles, faut pas qu'il y ait un grain de poussière qui rentre, etc. C'est des équipements. Là on tutoie le nanomètre. Oui. C'est tellement petit qu'on n'a pas le droit à l'erreur. C'est de la précision microscopique. Une poussière peut ruiner une ligne de production. Et ça coûte, je crois qu'une usine comme ça de semi-conducteurs, c'est entre 50 et 100 milliards de dollars. C'est ça, c'est monstrueux. C'est massif. Et en plus, c'est des équipements qu'il faut renouveler régulièrement parce qu'il y a des avancées technologiques tout le temps. Donc évidemment, c'est très, 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 très coûteux. Donc il y a ça. Ils vont investir aussi dans les futures normes télécom. Alors, se renforcer sur la 5G, c'est une chose, mais aussi réfléchir à la 6G. Ça aussi, c'est intéressant vu de France, quoi. On en est encore, nous, au débat, télécharger du porno dans les ascenseurs. En Corée, ils sont en train de se dire, nous, en 2028, on lance la 6G. C'est la date qu'a donnée Samsung, avec des cas d'usage qui ne sont pas encore tous imaginés, mais enfin, en gros, ce sera 100 fois plus rapide que la 5G, et puis on pourra avoir des discussions par hologramme, créer des avatars virtuels pour se balader dans le monde un peu partout. Enfin, c'est des trucs complètement fous qu'ils sont en train d'imaginer. Travailler sur l'intelligence artificielle, travailler sur toutes les grandes ruptures technologiques et puis au-delà de ça des avancées dans le domaine de la santé par exemple, ça fera aussi partie. Ils investissent beaucoup dans les vaccins d'après dans les vaccins, exactement, dans des usines pour les vaccins. C'est intéressant aussi parce que ça permet de se rendre compte de la taille de Samsung. C'est vrai que nous en Occident, et c'est assez logique, on a la vision Samsung Electronics, on connaît les smartphones, on connaît les télés, on connaît les ordinateurs, les frigos éventuellement, mais c'est vrai qu'en Corée c'est beaucoup plus que ça, c'est 20% du PIB coréen. Samsung, c'est un chaebol, je ne sais pas si je le prononce bien, mais un conglomérat. Ils font du nucléaire, ils font du BTP, ils fabriquent des méthaniers, ils ont des chantiers navals, des voitures, ils ont absolument tout. Donc ça permet de se rendre compte de la taille de ces groupes et des niveaux d'investissement nécessaires pour pouvoir nous proposer des smartphones en permanence. Et c'est là qu'on se rend compte que nous, on est tout petit à côté. Nico, tu veux compléter ou on a tout dit là-dessus? Non, Anthony a bien fait le tour, mais c'est vrai que je trouve personnellement, en tout cas sur la partie consumer, que Samsung fait de moins en moins d'efforts. Donc évidemment, ce n'est pas lié parce que Samsung est aussi un fournisseur. Les écrans de la plupart de nos téléphones, c'est du Samsung. Mais je trouve ça très bien de voir justement des plans qui sont annoncés comme ça, parce que le but aussi, c'est de faire peur aux concurrents chinois, c'est de faire peur à tout le monde et de montrer que les Coréens, ils sont là pour durer, ils vont pas se laisser faire.
Ouais, et puis faut savoir que les Coréens sont un peu malmenés par les Taïwanais et TSMC, TSMC, ouais. qui a une avance technologique sur la Corée qui doit être difficile à digérer pour les Coréens. C'est clair. Ils sont quand même assez fiers et revendiquent sur toujours les puces de dernière génération, je crois qu'ils ont 92% de part de marché. Ouais, c'est absolument massif. Incroyable. On poursuit, puisqu'on parle de Samsung, peut-être qu'on aurait une nouveauté du côté de chez Samsung dans le monde des PC. Oui, justement, en parlant d'innovation, là, ça a l'air pas mal du tout. Ça s'appellerait Galaxy Book Fold 17. Le nom est imprononçable. On les remercie pas d'avance, mais c'est le leaker Ice Universe qui est spécialisé justement sur Samsung qui s'est contenté de tweeter ce nom. Il n'y a pas plus d'informations. Il fait que dire que ce nom existe et il laisse entendre en répondant à des gens que ça va pas tarder à être annoncé. Ce produit, là où il est intéressant, c'est qu'on l'a déjà vu potentiellement en mai, parce que Samsung avait publié une vidéo qui était censée illustrer ses capacités dans le futur avec les écrans pliants. Et il y avait au milieu de tout ça un grand écran de 17 pouces qui pouvait se plier en deux pour devenir un ordinateur portable. Donc en bas, il y avait une sorte de clavier qui pouvait évidemment servir à autre chose. Dans les jeux, ça pouvait être des commandes, ça pouvait être plein de choses. C'était assez impressionnant à leur démonstration. Et ils avaient l'air de dire que c'était les PC portables du futur, sans aucune bordure, capable de se plier, capable de devenir une tablette géante pour regarder des films. On a assez hâte de voir ça. J'ai le Fold avec moi, dont je suis toujours aussi fan. On en parle très souvent sur 01net. À voir ce que ça va donner sur un PC. Il y a déjà eu une tentative chez Lenovo qui était franchement pas bonne. Ouais. À voir ce que ça va être avec Samsung qui a un petit peu plus de savoir-faire maintenant. Ouais. Ça fait rêver. Ouais, j'adore. Là, t'es dans le futur. Enfin, c'est vraiment le truc. C'est vraiment ces écrans pliables qu'on a vus pendant des années sur tous les salons high-tech sous forme de prototypes et on se disait sous cloche, c'est ça. Bon, jamais ça le sortit. Ils les sortiront. C'est vraiment pour faire le show, etc. Là, les voir dans le commerce, déjà, moi, je trouve ça fou. Moi, je suis assez fan aussi du Fold, d'autant qu'ils sont de plus en plus convaincants, je trouve. C'est-à-dire qu'ils les ont vraiment améliorés par rapport à la première version en termes de solidité, en termes de design. Ils sont vraiment bien. Et on se dit, finalement, c'est vrai que les images sont impressionnantes de comment tu l'appelles, Fold Galaxy Book Fold 17. Galaxy Book Fold 17. Effectivement, il y a peut-être un petit effort à faire sur le nom. Mais on se dit finalement, si on est capable de faire le smartphone, pourquoi pas faire le format un petit peu plus grand, tablette PC finalement. Donc oui, moi, ce que j'attends avec impatience, c'est ce qu'avait présenté, c'était, je crois, LG au dernier CES, c'était le modèle roulable, avec façon papyrus. Oui, exactement. Qui est aussi assez intéressant, je trouve, en termes de design. Il y avait un prototype qui nous faisait tourner de temps en temps. Moi, je l'ai eu en main. C'était assez impressionnant. Je trouve que c'est sur le papier, je trouve que c'est mieux d'avoir un truc qui se déroule, qui se plie. Moi aussi. Mais après, il faut voir. Là, au moins, Samsung, ce produit, c'est la 3e génération. Il est sorti, on peut l'acheter. Oppo, pour l'instant, il est dans les attachés cases des chefs produits. Mais c'est vrai que si on fait des prédictions, je pense que sur le format mobile, téléphone, le déroulant a plus d'avenir que le pliant. Maintenant, sur un ordinateur portable, ça se plie déjà. Donc, si vous pouviez déplier votre MacBook et remplacer le clavier par un écran géant pour regarder un film, c'est quand même assez stylé. donc là, ça pourrait être bien de voir comment ça va évoluer. Et le dernier point, c'est de voir aussi que je crois que les prix ont baissé. Le dernier Fold, il est beaucoup moins cher que les premiers modèles. Donc ça commence à se démocratiser avec des guillemets, parce que c'est encore des prix qui sont au-dessus des 1000 €. Mais en tout cas, on voit que ces technologies là ils commencent probablement à faire des économies d'échelle qui leur permettent de faire baisser les prix. C'est intéressant aussi. Tout à fait. À retrouver sur 01net.com, sur 01 TV. Nicolas, tu nous as fait de belles vidéos. On a le test du Z Flip 3 et le test du Z Fold 3. Voilà, avec les tarifs et les nouveautés par rapport aux précédents modèles, dont l'étanchéité notamment, qui est quelque chose. Ils sont arrivés à rendre étanches des produits qui se plient et je me dis que ça a dû être un cauchemar à réaliser, c'est dingue. Moi, ce qui est impressionnant chez Samsung, on en parlait avec Nico, c'est la progression technologique qu'il y a eu entre le premier modèle Fold et ce troisième modèle, donc tout ça en 2 ans, c'est hallucinant. Alors qu'au début, rappelez-vous, ils se sont fait laminer. Le premier, il y avait les influenceurs qui arrachaient les écrans. Qui arrachaient les trucs. Ça a été un carnage total le lancement du premier Fold. Ils cherchaient un peu. Mais bon, c'était. Non, mais c'est sûr que l'évolution, là, ils sont devenus crédibles aux yeux de beaucoup de personnes qui pensaient que ce produit était voué à l'échec. Et ce qu'il y a d'amusant aussi, Samsung, c'est qu'on a l'impression que c'est vraiment des défricheurs par rapport aux autres.
ils ont pas peur. Ils savent que de temps en temps, ça va merder, excusez-moi du terme, que voilà, mais ils avancent, ils arrivent à un produit stable qui est bien, et puis après, hop, Apple prend ça, tac, il va se le mettre à sa sauce et va le sortir. Mais c'est dingue. C'est ça. 200 milliards, c'est ça, 200 milliards, tu as le temps de tester des trucs et de les rater. Hein. Voilà. Mais c'est bien, et heureusement qu'ils sont là. Et voilà, heureusement qu'ils sont là, effectivement. Et qu'ils défrichent. Ouais. Mais bon, après, ça fait partie aussi des forces historiques d'Apple, de voir ce qui fonctionne et de le sublimer, comme on dit dans les émissions de cuisine. Exactement. Voilà. On va le sublimer. Avec un peu de piment d'Espelette. C'est ça. Sur l'écran pliant, ça va être bien. On va parler maintenant du jeu vidéo en Chine, Anthony, parce que ce qui se passe là-bas, c'est quand même hallucinant. Cette addiction au numérique. Alors pour tout le monde, hein, on est tous addicts au numérique, hein, que ce soit nos écrans, les téléphones, etc. Mais en Chine, c'est un vrai problème. C'est un tel grand problème que le gouvernement est obligé de s'emparer du sujet. Oui, à tort ou à raison, sans doute à tort. Hein. En tout cas, ils font porter pas mal le chapeau aux jeux vidéo sur plein de choses, le gouvernement chinois. Et donc, on a eu cette annonce assez folle, effectivement, cette semaine. C'est-à-dire que les jeunes Chinois, les mineurs, seront limités désormais à 3 heures de jeux vidéo par semaine maximum. 1 heure le vendredi, 1 heure le samedi, 1 heure le dimanche. Alors attention, jeux vidéo en ligne. Jeux vidéo en ligne, bien sûr. Ouais, c'est-à-dire, ça fait partie quand même. C'est le gros de la consommation se fait en ligne aujourd'hui. C'est-à-dire que malgré tout, ils peuvent jouer à des jeux, on va dire, du casual sur du. Oui. C'est vrai. Si tu peux jouer sur ta Switch ou sur ta PlayStation offline. Mais bon, globalement, c'est vrai que c'est des gros consommateurs de jeux en ligne, et donc il y a cette restriction qui. Alors en plus, il ne faut pas rater son créneau parce que c'est entre 20h et 21h. Voilà, donc c'est vraiment avant c'est pas possible. Après c'est plus possible. Je pense qu'en Chine, à 20h, il n'y aura plus un bruit dans les chambres des enfants. C'est clair. Non, mais c'est incroyable. Il va avoir des bons serveurs. Ouais, c'est ça. Non, mais... Le vendredi 20h, ça va éclater. Carrément. Non, c'est vrai, je pense qu'ils ont dû y penser, mais c'est un vrai souci, t'as raison. Et alors, pendant les vacances... Et non pas un vrai sushi, parce que là, ça serait au Japon. Ce serait au Japon, pas mal. Très joli. Très joli. Alors, ils étaient déjà un peu habitués parce que depuis 2019, ils avaient une limitation de 1h30 par jour. Mais là, pour le coup, c'est vraiment... On aura le droit de jouer 3 heures par semaine et seulement le week-end. Donc, les jours de classe, pas possible. Et tout ça, c'est parce que, effectivement, aux yeux du gouvernement chinois, eh bien, les jeux vidéo sont accusés de pervertir la jeunesse, sont un opium mental, ça c'est l'expression des médias officiels, d'affaiblir les jeunes générations. Même l'armée chinoise en a fait un problème de sûreté nationale en s'émeuvant du fait que les militaires à la caserne passent leur temps à jouer à Honor of Kings, qui est le jeu vedette, qui est une sorte de League of Legends pour ceux qui connaissent, c'est plus connu en Occident, et que donc pendant ce temps-là ils s'entraînent pas, et donc c'est un problème pour la sécurité de la Chine. Enfin, il y a vraiment tout un délire autour de ça. Ils sont aussi sur l'idée que c'est en train de créer une génération de jeunes myopes. Il y a beaucoup de cas de myopie en Chine, et ça, c'est à cause des jeux vidéo. J'ai l'impression d'être. Oui, mais c'est ça. J'ai l'impression d'être retour dans les médias français dans les années 90-2000, tu sais, où vraiment c'est la faute aux jeux vidéo. Mais jouer, c'est mal. Jouer, c'est mal. Voilà, c'est violent, c'est l'addiction. Et mes versions plus, et avec des moyens incroyables pour mettre en œuvre ces restrictions. C'est-à-dire que clairement, ce seront Tencent, tous les géants de la tech chinois, qui seront chargés de contrôler l'identité des joueurs. Et ils ont déjà mis en place un système où on va utiliser la reconnaissance faciale, c'est-à-dire que lorsque le joueur veut se connecter à un jeu en ligne, il doit montrer son visage à la caméra du smartphone, on scanne son visage et on voit si c'est bien lui et s'il n'essaye pas de se connecter au compte d'un adulte. Donc ça va quand même très 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 loin, quoi. C'est fou cette histoire, incroyable. Alors on sait qu'en Chine, bon voilà, les libertés, la liberté a une autre signification. Cela dit, bon évidemment en Chine le curseur est poussé au maximum, mais est-ce qu'il n'y a pas quand même une once de vérité quand on voit qu'aujourd'hui la plupart des jeunes sont vraiment, il y a une addiction sur les écrans. Est-ce que, ce que je veux dire par là, c'est que les cas de myopie, visiblement, c'est la vérité, c'est-à-dire qu'il y a tellement de jeunes qui restent longtemps sur les écrans que ça bousille leurs yeux, excusez-moi de l'expression. Qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Est-ce qu'il faudrait laisser donc totalement libre ces jeunes et faire ce qu'ils veulent en fait? Non, mais après c'est un problème d'éducation. Voilà, c'est ce que j'allais dire. C'est pas à l'État de s'immiscer quand même dans le contrôle. Non, ça bien évidemment. Là, c'est vraiment c'est de la dictature. Ah bah oui, complètement. On est vraiment. Enfin, c'est une métaphore usée jusqu'à la corde, mais c'est 1984. Je pense que Orwell c'était un petit joueur, quoi. Il verrait la Chine d'aujourd'hui. Je pense que c'est un truc de fou, quoi. Ça veut dire que les parents ne font pas leur job là-bas. Non, mais si. Enfin, je veux dire, il y a alors. En contrepoint de cette actu-là, j'ai vu qu'en Chine, l'objet tech
alors peut-être pas qui se vend le plus, mais en tout cas qui connaît un succès incroyable en ce moment. Je ne sais pas si vous avez vu ça. C'est une lampe connectée qui est commercialisée par ByteDance, donc qui est la maison mère de TikTok. Une lampe pour les écoliers, donc qu'on met sur le bureau des écoliers à la maison, équipée de caméras pour permettre aux parents à distance de voir si l'écolier est bien en train de faire ses devoirs et d'analyser. Il y a une caméra en face et une caméra au-dessus qui surplombe pour voir ce qui est écrit sur le cahier. Merde. Donc tu vois, je pense que ok, bon, les jeux vidéo, ok, ils jouent beaucoup, les Chinois, voilà, il y a des très bonnes équipes d'e-sport par ailleurs, mais il y a quand même ce contrôle, l'éducation qui est poussée au maximum, ils sont en tête de tous les classements PISA, etc. Enfin, je pense que tu vois, il n'y a pas une incompatibilité entre les deux et que franchement, ils font probablement porter beaucoup de choses sur le dos du jeu vidéo, quoi. Gageons que la créativité, l'ingéniosité des jeunes Chinois arriveront à contourner cette petite interdiction. On va voir. Ça va être amusant de voir comment. Parce que forcément, il y en a. Il y a le jeu de la souris éternel. Il y en aura. Ouais. Eh bien voilà, on a fait le tour. C'était top. Merci beaucoup à tous les deux. Merci Nicolas. Merci François et bienvenue Anthony. Au plaisir de se retrouver très vite dans De quoi je me mêle. Ce sera avec plaisir. Moi, je me suis éclaté. Donc merci Nicolas, merci François. Je pense que tous ceux qui nous regardent et nous écoutent ont dû passer un aussi bon moment que nous. Merci beaucoup Nicolas Lelouch, Anthony Morel qu'on retrouve le matin très tôt sur RMC, après sur BFM Business, ensuite le retour sur RMC avec l'émission d'Estelle. Oui. C'est la grosse nouveauté de la rentrée de RMC. On n'arrête pas le progrès, ça s'appelle, la chronique. Ouais. Exactement. Et puis on aura le plaisir de te retrouver régulièrement dans De quoi je me mêle. Tu es le bienvenu. De quoi je me mêle revient dans un instant. On va parler, tiens, justement, est-ce qu'on peut lier l'éducation et le jeu vidéo ? Emmanuel Freund, qui est quand même un sacré visionnaire, croit que oui, il va venir nous parler de Powers. C'est son tout dernier projet dans un instant. À tout de suite. De quoi je me mêle sur BFM Business et 01 TV.